Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Extraordinaire. Je suis Lubna Médiane. Ici, on donne la parole à des femmes, à des hommes, au parcours peu commun, souvent anonyme, mais profondément inspirant. Parce que chacune et chacun, à son échelle, peut faire bouger les lignes et contribuer à un monde plus humain, plus bienveillant et plus inclusif. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Extraordinaire. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Alice Fuster. Après une carrière dans le conseil, elle choisit l'entrepreneuriat et cofonde TEDup, une entreprise qui accompagne les organisations à faire grandir leurs équipes. Bonjour Alice. Bonjour Lubna. Je commence toujours par cette question parce que je suis persuadée qu'on ne devient jamais la personne qu'on est par hasard. Qui était justement la petite Alice? La petite Alice, je dirais que c'était une petite Alice curieuse, observatrice, qui aimait bien faire sa petite vie en autonomie, voilà. Plutôt une ça. Enfant libre. Plutôt libre, ouais, plutôt joyeuse, sociable, j'aimais bien créer du lien déjà à l'époque. petite, ouais, déjà à l'époque. Quand on a préparé un peu cette interview, tu me racontais que ta maman vous a élevé avec ton frère comme une équipe. Qu'est-ce que ça voulait dire et comment ça se concrétisait au quotidien, cet esprit d'équipe? Bah écoute, ma maman elle a été entrepreneuse pendant des années, donc c'est vrai qu'elle nous a élevés seuls, donc elle nous a appris à être assez autonomes et à se responsabiliser très tôt. Donc nous c'est vrai qu'on a toujours été assez autonomes, on se débrouillait et puis surtout à trouver plutôt des solutions aux problèmes que l'inverse. Donc ça c'est vrai que c'est une grande force. Plutôt débrouillard. Plutôt débrouillard, ouais. C'est ce qui fait qu'on fonctionnait vraiment en équipe aussi, en famille, quoi. C'est un peu la première école du collectif, la famille aussi. C'est pas faux. Donc voilà. Et très tôt, donc, tu découvres que la vie n'est pas toujours simple, sans entrer dans l'intime. Qu'est-ce que cette période, elle t'a appris sur toi? Cette période, ça rejoint un petit peu la question sur ma maman, mais c'est vrai que cette période, ça m'a appris à être un peu plus résiliente et à faire avec ce qu'on a. À trouver des solutions. À trouver des solutions, effectivement, plutôt que rester en boucle sur les mêmes problèmes. Et je pense qu'après, on a tous une jambe, un bras en moins, mais que par contre, après, on choisit ce qu'on a vraiment envie de faire et si on a envie d'avancer ou de rester bloqué comme on est, quoi. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, qu'est-ce que cette enfance, justement, elle continue d'influencer dans ta manière d'être, de travailler ou même de diriger? Alors déjà, la création du lien, de la confiance, c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté, le fait de pouvoir aussi s'entraider. Et puis après, y a plein de choses. C'est vrai que ça permet aussi de regarder les gens différemment et d'être un peu plus empathique. On en parlait juste avant. Mais, oui, l'empathie, c'est vrai que l'empathie, important. c'est important et je pense que c'est quelque chose qui joue un rôle important aujourd'hui dans ce que je fais. Il y a une chose qui m'a particulièrement marquée, c'est que tu parles souvent des personnes qui ont cru en toi. Est-ce qu'il y a y a-t-il une personne qui justement a changé le cours de ton histoire sans forcément que tu le saches au moment où ça se passe? Alors oui, je pense que sur le coup, quand il y a des gros changements dans la vie, on ne se rend pas forcément compte tout de suite. Mais effectivement, il y en a peut-être une en particulier qui a vraiment donné beaucoup d'énergie et de son temps pour me montrer que je pouvais aller plus loin, etc. D'ailleurs, on déjeune ensemble juste après cette interview. Donc les liens sont toujours là? Les liens sont toujours là et effectivement, je pense que les rencontres, ça peut aussi créer beaucoup de choses. Justement, pourquoi la confiance que les autres nous accordent, elle est déterminante justement pour poursuivre son chemin? La confiance, je pense que ça permet d'avoir un peu plus de courage et d'audace des fois pour se lancer. Des fois, c'est pas parce qu'on n'a pas de talent, etc. C'est peut-être des fois juste un manque de confiance. Le talent, il peut toujours être là. Mais... Le talent, il peut toujours être là et des fois, ça donne un peu des ailes, on va dire. La confiance, ça permet de se motiver et d'y croire. Est-ce que tu penses qu'une seule rencontre, ça peut changer une vie? Oui, j'en suis persuadée. Ou un parcours, ouais. J'en suis persuadée, Pourquoi tu dis? Moi, mon parcours, il est semé de rencontres. Si je devais raconter mon parcours, je pourrais le résumer justement par des rencontres qui ont fait qu'à chaque fois, j'ai changé de trajectoire et je pense qu'une rencontre peut provoquer de gros changements, effectivement.
Comme je le disais en introduction, tu es entrepreneuse. Tu as créé avec ton frère une entreprise qui s'appelle TEDup. Avant qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, c'était une application qui marchait très bien avec 100 000 utilisateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi consistait cette application au point de départ ? Alors oui, c'est vrai que ça... Alors nous, on a toujours aimé la création du lien avec mon frère. C'est lui qui avait eu l'idée à l'origine, qu'on puisse vraiment créer du lien par le sport. Donc c'est vrai que l'idée était belle, on a créé plein de rencontres. Et pourquoi par le sport ? Parce que vous étiez adepte de sport, nous, on a toujours fait beaucoup de sport et on s'est rendu compte que c'était une manière de créer un lien sain. Une manière saine, et on s'est dit on va essayer. On se disait dans la vie d'adulte, c'est plus compliqué de trouver des partenaires avec qui faire du sport que quand on est enfant, alors qu'on va s'inscrire dans des clubs, etc. Et on s'est dit c'est un beau moyen de créer de belles rencontres. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, alors déjà il y avait la question du modèle économique. Nous c'était un premier projet entrepreneurial, donc c'est vrai qu'on. Et t'as quel âge ? T'es toute jeune en plus à l'époque. J'ai 26 ans. Ouais, toute jeune. À l'époque, ouais. Donc entre 25 et 26, ouais. Donc on a mis beaucoup d'énergie dans ce projet qui était super. On a rencontré des personnes extraordinaires, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, la réalité nous a aussi rattrapés. Le modèle économique était pas très stable, et puis on a eu aussi plein d'autres idées entre-temps qui sont arrivées. C'est un beau succès, 100 000 utilisateurs. Oui, c'est génial. Et c'est pas facile quand de se dire quand on a un succès, de se dire il faut peut-être qu'on passe à autre chose. Comment on arrive justement à être résilient en se disant voilà, on s'accroche pas parce qu'en fait ça va pas fonctionner. Qu'est-ce qui fait que tu as le déclic où tu te dis ok, allez, on change le modèle, on y va. Ouais, je pense qu'il y a une question. Enfin, faut pas avoir d'ego, pas trop d'ego à ce moment-là. Il faut se dire parce que tout le monde nous félicitait tout le temps en plus en nous disant c'est génial ce que vous faites, etc. Oui, puis nous, on voyait une petite visibilité médiatique, on vous encourageait. C'était sympa, mais c'est vrai qu'on voyait la partie économique aussi. On se disait oulala, et puis à un moment on s'est dit on a fait de super rencontres dans ce projet, c'était une belle aventure, ça nous a aussi donné d'autres idées. On s'est rendu compte que typiquement les rencontres qui étaient avec des sportifs de haut niveau, qui étaient nos ambassadeurs à l'époque, avaient beaucoup plus d'impact que des simples rencontres entre particuliers. Donc ça nous a permis aussi de trouver notre modèle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette aventure, sur les côtés imprévus ? Il faut rester très adaptable et puis ça rejoint pas avoir trop d'ego. De toute façon, dans l'entrepreneuriat, on est toujours en train de se réinventer. Nous, la mission de base, c'était de créer du lien. Donc aujourd'hui, c'est toujours la même. C'est le produit qui est différent, mais notre mission reste la même. Et je pense qu'il faut plutôt s'attacher à la vision, à la mission, plutôt qu'au produit, et que ça peut Donc évoluer. plutôt avoir de la perspective que d'avoir le nez dans le guidon. Exactement, quand on y arrive. Alors, t'entreprends avec ton frère. Beaucoup rêvent de travailler en famille. D'autres pensent que c'est impossible. Qu'est-ce que cette aventure a changé dans votre relation et dans votre façon d'entreprendre ? Alors, ça a changé beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble avec mon frère. Au début, il a fallu qu'on trouve chacun nos marques. On a des caractères qui sont très différents, des manières de fonctionner aussi très différentes. Mais du coup, c'est un avantage aussi parce qu'on est très complémentaires. L'avantage, c'est qu'il y a la confiance aussi. On a plus confiance quand on travaille avec les siens. Notre maman nous a aussi éduqués pour fonctionner en équipe, se soutenir. Donc, c'est vrai qu'on a ces bases-là qui sont très solides et qui nous permettent, je pense, d'avancer ensemble sereinement. Même si c'est pas tous les jours facile, hein, c'est sûr. Quelques petites anecdotes, non. Joker. Non, mais globalement, c'est quand même confortable et c'est vrai que c'est une belle aventure qu'on est très fiers de faire tous les deux. Alors, cette première aventure, elle te conduit à une autre conviction, c'est que le leadership, ça s'apprend. Et donc aujourd'hui, TEDup accompagne les organisations à faire grandir leurs équipes. Ce qui est intéressant, c'est que tu t'appuies sur un univers auquel on n'aurait jamais pensé, c'est les sportifs de haut niveau. Pourquoi le sport, c'est devenu justement avec ton frère votre terrain d'observation du leadership ? Justement, c'est notre premier projet qui nous a permis ça. Alors aujourd'hui, on n'a plus que des sportifs de haut niveau, on a aussi d'autres personnalités issues d'univers d'excellence, de manière générale, comme des joueurs d'échecs, des grands chefs, etc. Mais c'est vrai que le sport, c'est une belle école aussi sur le point de vue collectif. Et nous, on voyait ces sportifs de haut niveau avec des talents assez exceptionnels qui
qui travaillent sur le terrain. Alors sur le terrain, la pression, les enjeux sont des fois bien plus importants que dans l'entreprise, hein, même si les enjeux financiers sont aussi importants dans l'entreprise. Quand on prend par exemple l'industrie du foot, les enjeux financiers sont énormes. Oui, mais là, tu as le collectif dans l'entreprise, qui n'est pas le cas pour un sportif de haut niveau. Il est seul, à part s'il est dans un sport collectif. Alors pas forcément, parce que justement, les sportifs, ils sont très accompagnés. On voit souvent les personnalités de manière individuelle, mais ils ont leur entraîneur, la famille qui compte aussi énormément, le soutien. Ils vont avoir un préparateur mental, un coach sportif, un nutritionniste. Donc ils ont quand même une équipe autour d'eux qui leur permet aussi d'atteindre cette performance. Et nous, c'est de ce constat-là qu'on s'est dit, mais c'est vraiment dommage qu'en tout cas ces techniques et ces méthodes qu'ils développent sur le terrain ne puissent pas être partagées plus en détail et justement être utilisé dans des entreprises sur des cas très concrets. Et on s'est rendu compte que ça se transposait très bien, aussi bien dans l'univers du sport que dans d'autres univers. Donc c'est sur ça qu'on travaille aujourd'hui. Moi, je suis très intriguée par le fait qu'avec ton frère, vous êtes arrivé à vous entourer de sportifs de très haut niveau. Vous n'aviez pas de réseau, vous commenciez. Comment on arrive à créer tout cet écosystème que vous avez mis en place autour de TEDUP, parce que souvent on dit le réseau c'est important, finalement on ne se rend compte pas toujours, il faut avoir peut-être un peu de passer hors des chantiers battus. Comment on crée ce bel écosystème, pourquoi ils vous ont fait confiance, comment tout ça s'est mis en place, parce que c'est quand même assez impressionnant. Tu peux nous citer peut-être quelques sportifs avec lesquels tu travailles, qui sont de très beaux sportifs, très connus. Comment ce jeune homme et cette jeune fille arrivent à embarquer tous ces beaux sportifs autour de cette belle aventure? Alors au début, je pense que nous, on a beaucoup donné à des jeunes sportifs, donné pas financièrement, mais on a essayé de les accompagner, de les aider au mieux. Puis après, quand on a commencé à les faire travailler, ils ont vu qu'on s'intéressait à eux, qu'on essayait de trouver des choses qui allaient vraiment pouvoir matcher et les mettre en valeur. Et du coup, ça rejoint cette histoire de confiance. Mais il y en a quelques-uns qui nous ont fait confiance au début, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis c'est vrai que le monde du sport de haut niveau, c'est un petit monde. Ouais, donc le bouche à oreille a vite fait son travail. Le bouche à oreille va très vite. Les sportifs de haut niveau gagnent pas tous très bien leur vie, donc ça les intéresse aussi de pouvoir développer d'autres compétences. Pour avoir un peu plus d'argent aussi pour faire vivre leur carrière ou après. Après oui, effectivement, on a la chance de travailler avec des super sportifs, des personnalités extraordinaires. Tu peux nous en citer quelques-unes? On travaille par exemple un petit peu, on a travaillé avec Camille Lacour, avec Nicolas Karabatic. Là on a créé des modules de formation en vidéo qui sont extraordinaires avec des super personnalités comme Eric Dimeco, qui est un ancien joueur de l'OM. On travaille avec un arbitre là, qui était d'ailleurs sur la Coupe du Monde, avec qui on va normalement créer un module à la rentrée. Donc effectivement, on a la chance de rencontrer des personnes extraordinaires et de derrière pouvoir aussi créer de super connexions. Donc ça, c'est top. Si tu devais retenir 3 qualités essentielles pour évoluer dans le monde de demain, lesquelles choisirais-tu? Dans le monde de demain, alors la première, je dirais l'adaptabilité. Ah bah ça, on est d'accord. Parce que on le voit, hein, le monde change très vite, donc on va en avoir de plus en plus besoin de pouvoir s'adapter. Puis dans l'entrepreneuriat, on connaît bien ça aussi. Mais c'est vrai que l'adaptabilité, on voit les métiers changent, le monde évolue rapidement, donc ça va être nécessaire. Après les 3, je dirais la capacité relationnelle. Ouais. À créer du lien, à savoir saisir les opportunités, parce que des fois on passe devant des rencontres mais on ne sait pas les saisir, donc ça aussi c'est important. Et puis savoir manager, etc. Les capacités relationnelles vont devenir de plus en plus importantes. Et la dernière, je dirais l'envie d'apprendre. Ouais, la curiosité. Ouais. Plus que la curiosité, c'est pas pareil, l'envie d'apprendre à la curiosité. Oui, plus que la curiosité, aller un peu plus loin, mais avoir les compétences techniques, on les connaît jamais à 100%, et puis elles évoluent de toute façon tellement vite qu'il va falloir avoir envie d'apprendre, de se développer. Et effectivement, ça rejoint la curiosité, parce que quand on est curieux, en général... on aime bien apprendre, ça va de pair. Est-ce que demain, les soft skills feront la différence autant, voire davantage que les compétences techniques ?
Je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Ça, c'est un peu notre sujet, effectivement. Mais oui, les soft skills, elles vont être de plus en plus importantes. Là, on le voit avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. On en entend parler partout. On a beaucoup parlé de transformation digitale jusqu'à présent. Mais il y a toute la partie transformation humaine qui arrive aussi parce qu'il va falloir adapter nos comportements par rapport à ces nouvelles technologies. Sur l'IA, on va avoir de plus en plus de sujets autour de la prise de décision. Comment est-ce qu'on prend une bonne décision avec les informations que l'IA nous donne, l'esprit critique aussi, puisque est-ce qu'on prend ce que l'IA nous donne tel quel ou est-ce qu'on y réfléchit un petit peu, ça aussi, ça va être des notions qui vont être importantes. Puis ça rejoint l'adaptabilité, le leadership, comment on va pouvoir gérer des équipes, engager les équipes pour qu'elles restent dans le temps. Ça, c'est les sujets qui sont pour nous les nouvelles compétences qui vont être attendues sur le marché du travail. Tu diriges aujourd'hui donc une entreprise, comme je disais avec ton frère. Est-ce que c'est une complémentarité, c'est une force? Qu'est-ce qui fait votre petite touch? Alors notre petite touch, alors déjà le fait d'être frères et sœurs, c'est vrai que ça donne une petite touche sympa à l'entreprise, parce que nous on a une entreprise familiale, donc oui, ça plaît les entreprises familiales. Alors ça plaît ou pas. Ah ouais, d'accord. Je sais pas trop. Il y en a qui ça plaît bien. Ils aiment bien connaître notre histoire, comprendre aussi pourquoi on entreprend ensemble. Puis avec les collaborateurs aussi, on essaie de garder cet esprit très familial, de se faire confiance. Après, oui, je pense qu'on est très complémentaires parce que comme je le disais tout à l'heure, on a des caractères très différents. Alors quand tu dis caractères très différents, qui est quoi? Alors, je ne sais pas comment le décrire, mais je dirais que mon frère, il est quand même très militaire, c'est quelqu'un de très rigoureux, de très sérieux, qui va être prêt à 7h pour les petits-déj le matin. Moi, je vais être plutôt sur les événements un peu plus en fin de journée. Moi, j'ai besoin d'interaction sociale aussi dans ma journée. Donc, c'est vrai que je ne peux pas rester 8 heures devant mon ordinateur. Au bout d'un moment, il faut que j'aille à la rencontre de personnes, que je puisse discuter, échanger. Mais c'est vraiment ce qui permet à notre fonctionnement. Puis, je pense qu'on s'apporte aussi tous les deux beaucoup de choses. Ouais, c'est une belle relation à la fois professionnelle et affective. Oui, c'est sûr qu'après, ça met notre relation de frères et sœurs à rude épreuve, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, bien évidemment, mais au fond, on sait que de toute façon, on n'arrêtera pas cette aventure ensemble parce qu'on adore ça et c'est ce qui nous permet de nous challenger. Et c'est notre rôle aussi. Parce que ça fait combien d'années maintenant que vous travaillez ensemble depuis... Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. Oui, d'accord. Donc ça commence à faire quelques années, oui. Selon toi, aujourd'hui, quel est le principal frein auquel les femmes entrepreneuses sont encore confrontées aujourd'hui? Il y a des avantages et des inconvénients, comme partout. C'est vrai que on le voit par exemple dans le milieu du salariat où il y a certaines égalités encore aujourd'hui, inégalités, pardon. Mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, l'avantage c'est que tout est possible. Après, il y a certaines statistiques qui disent que pour les levées de fonds, je sais que c'est plus contraignant. Alors nous, on a l'avantage effectivement d'être deux. Et puis, moi, c'est vrai que les sujets financiers, c'est plutôt mon frère qui s'en occupe. En l'occurrence, ça aurait pu être moi, tout à fait. Mais pour le coup, c'est moins mon truc. Donc, c'est tombé sur lui. Mais je sais que oui, sur les sujets de levée, ce genre de choses, ça peut être un frein. Après, moi, je le vois pas vraiment comme un frein. Et en termes de crédibilité? En termes de crédibilité, quand on est jeune et femme, est-ce que c'est pas... T'as dû ça peut arriver, mettre du poids sur la table des fois, d'avoir des regards ou des conversations qui sont pas forcément les plus confortables et qu'on se dise, bon, est-ce que je suis vraiment à ma place? Effectivement, mais je pense que c'est aussi la société dans laquelle on évolue qui fait qu'on se pose ces questions-là. Et après, à nous de prendre notre place et d'oser et d'avoir cette audace pour montrer qu'on est aussi capable de le faire, quoi. Les rôles modèles, est-ce que tu crois que c'est encore indispensable justement pour faire bouger les lignes? T'en as eu besoin? Oui, je pense. Alors moi, effectivement, est-ce que c'est des rôles modèles? Mais est-ce que, ouais. Oui, des rôles modèles, des mentors, je pense que c'est très important parce que ça permet de montrer que tout est possible. Alors, nous, on le voit par exemple dans nos interventions, on forme des collaborateurs avec des personnalités exceptionnelles. Si en sortant, les personnes nous disent si lui peut le faire, je peux le faire aussi. Ouais, c'est pas faux. C'est qu'on a tout gagné. Donc oui, je pense que oui, complètement. Justement, quand on regarde tout le parcours, le chemin parcouru, on a envie de savoir ce qui t'anime pour la suite. Comment tu regardes ces 10 prochaines années à venir? Comment tu te projettes?
Alors les 10 prochaines années, c'est vrai que c'est peut-être un peu toujours long. dur. Mais Peut-être les 2-3 prochaines années, non, peut-être un peu aller loin avec 10 années. c'est vrai que là, on commence à avoir envie aussi de se développer à l'international. Ce qu'on veut, c'est continuer de pouvoir créer nos contenus, créer des liens, créer des rencontres, de la confiance, de pouvoir partager aussi ce qu'on a vécu. Et puis après, l'objectif, c'est aussi de pouvoir... nous, notre cœur, ce qui nous tient à cœur, c'est quand même l'éducation. Je trouve que c'est quand même important. L'éducation, c'est le pouvoir aussi aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et notre objectif, c'est aussi ça, c'est de pouvoir participer à ça, rendre accessible l'éducation, pouvoir partager des méthodes issues d'univers d'excellence et de les rendre accessibles à tous. Justement, tu pourrais nous expliquer un peu en quoi consistent les modules que vous mettez en place justement pour accompagner les organisations pour faire grandir leurs équipes. Comment ça se matérialise ? Alors, comment ça se matérialise ? Ça va soit des parcours, soit des interventions sur des sujets très précis. Ça se fait soit sur des journées complètes, soit sur des demi-journées en présentiel, et maintenant aussi en digital, sur des formats qui sont beaucoup plus courts, qui durent 30 minutes. Et l'objectif, les sujets, alors c'est on va avoir des sujets, par exemple, on va retrouver une femme scaphandrière qui va parler de gestion du stress. Je sais que tu as déjà rencontré Géraldine, suis fan, que tu adores. Qui va nous donner des méthodes pour gérer son stress. Elle, si elle ne gère pas son stress, elle en meurt. Oui. Donc on est sur des extrêmes, mais c'est des histoires qui sont fortes et qui permettent d'avoir des méthodes très concrètes et que les collaborateurs peuvent aussi utiliser. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir du très concret, des outils très clairs, et on va avoir effectivement la gestion des émotions, tous les sujets autour du leadership, dont on parlait tout à l'heure, par exemple pour un capitaine d'équipe, mais ça peut être un chef d'orchestre. Il y a des personnages qui sont très intéressants sur les sujets de leadership, comment on va pouvoir engager une équipe, synchroniser des mouvements, ce genre de choses. Et puis, on va avoir des sujets autour de la performance durable, comment on va prendre un préparateur mental, utiliser des routines pour performer durablement. On va avoir des sujets autour du handicap, de l'inclusion, autour de la place de la femme. C'est des sujets qu'on travaille de plus en plus. Et puis, autour de la gestion des conflits, de l'adaptabilité, de l'esprit critique. De tous les sujets un petit peu qu'on a évoqués tout à l'heure. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher les personnalités dans des domaines issus d'univers d'excellence, et puis d'aller chercher des personnalités qui vont matcher le plus possible avec la thématique pour pouvoir donner des vrais outils, des vraies méthodes aux collaborateurs. En t'écoutant, je me dis, mais comment vous est venue l'idée d'aller chercher justement ces profils d'excellence, donc de sortir un peu de ce cadre de sportif de haut niveau ? C'est les rencontres, c'est les discussions. Je sais que tu es très curieuse, donc très sociable. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous êtes dit, OK, il y a les sportifs, mais il y a aussi d'autres profils qui sont très intéressants, auxquels on n'aurait pas pensé. Alors, Géraldine, par exemple, qui est scaphandrière, c'est un très bel exemple parce que... c'est la seule femme, je crois, scaphandrière, non, où elles sont... C'est une des seules femmes. Alors maintenant, elles sont un petit peu plus qu'avant, que quand elle a démarré. Par contre, Géraldine, elle est certifiée, alors il me semble que c'est CI3A, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est qu'elle va à plus de 200 mètres. Elle peut aller à plus de 100 mètres, effectivement, sous l'eau. 100 mètres, pardon. J'ai fait ma Marseillaise. Je me demande si c'est pas 140. Et puis, effectivement, c'est des personnalités qui sont très intéressantes sur certaines compétences humaines. Et puis, on a rencontré d'autres. Mais après, il y a aussi des problématiques sur lesquelles on s'est dit, par exemple, l'excellence relationnelle, la créativité, ce genre de choses, c'est pas des sujets que maîtrisent les sportifs de haut niveau. En tout cas, il y en a forcément qui vont avoir certains talents, mais pas tous. Donc, il faut qu'on aille aussi chercher d'autres compétences. Et puis, on est passé effectivement des sportifs à d'autres univers. Et puis, nous, on adore. Ça nous permet aussi de découvrir, d'aller chercher d'autres univers, de les comprendre, de transposer aux compétences dont on a besoin en entreprise. Et ça marche bien ? Écoute, oui, on est content, ça se développe bien. La partie digitale plaît beaucoup aussi parce que c'est vrai que les formations aujourd'hui, ça prend du temps et on sait que les collaborateurs ont besoin d'être mobilisés sur le terrain en entreprise. Et cette partie digitale, l'idée, c'était... Ils peuvent être en autonomie, le faire quand ils peuvent. Et l'idée, c'était aussi de vraiment créer des contenus. Alors aujourd'hui, on a créé une espèce de petite plateforme un peu qui ressemble à Netflix, mais de créer des contenus qui donnent envie d'apprendre. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça prend pas trop de temps, ça ressemble à une petite série où on va avoir des vidéos, une présentation de l'expert, on va être mis dans le contexte et on va vraiment avoir du très concret. Donc en 30 minutes, on arrive à avoir quand même une expérience d'apprentissage qui est sympa.
Avant de conclure, je te propose une petite parenthèse. J'aime bien terminer par un espèce de petit portrait chinois. Donc je vais te donner quelques mots, tu me réponds en quelques secondes, ok? Ou plutôt spontanément. Ok, je vais essayer. Une valeur. Une valeur, je dirais l'audace. Une rencontre. Une rencontre, mon frère. C'est une belle rencontre en effet. Un sport. Un sport, je dirais l'équitation. D'accord. Pourquoi? Parce que je trouve que il y a des vrais enjeux autour de la confiance aussi. Moi, c'est un sport que j'aime beaucoup. Il ne faut pas avoir peur du cheval. Hein. Ouais, mais ça demande justement beaucoup de lâcher prise et justement de travailler sa capacité à fonctionner avec l'autre et puis parfois avec un animal qui fait beaucoup plus que son poids. Donc, c'est un sport que je trouve intéressant. Une qualité que tu admires chez les autres? Une qualité, alors l'humilité, mais surtout, je dirais des personnes qui ont réussi, qui vont justement avec humilité aider les autres. Un mot qui résume ton parcours? Rencontre. La boucle est bouclée. Exactement. Et pour finir, un rêve qui te reste à accomplir? Un rêve, ça rejoint ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur l'éducation. Je dirais mettre en place un maximum de choses et d'actions pour rendre l'éducation plus accessible. Depuis le début de cette conversation, il y a un mot qui revient sans cesse, c'est le collectif. Quelque chose auquel tu es attaché. Au fond, est-ce que la plus grande leçon de ton parcours, ce serait pas qu'on se construit jamais seul? Alors effectivement, je ne pense pas qu'on puisse se construire seul. Ça me paraît bien trop compliqué, même si on a du talent, qu'on va avoir des compétences, être expert sur certains sujets. C'est les rencontres qui vont faire la différence. Et effectivement, je pense que le collectif est très important. On l'a dit, des sportifs de haut niveau sont très entourés. On le voit pour des chefs d'entreprise qui s'entourent de plus en plus maintenant aussi. Tu t'entoures un peu nous, on a la chance d'être très bien entourés avec beaucoup de super personnalités avec qui on passe beaucoup de temps. Parfois pas assez malheureusement, mais c'est vrai qu'on a quand même cette chance. Et puis d'entrepreneurs et de clients, partenaires. D'ailleurs, on a aussi l'occasion de travailler un petit peu ensemble, mais on a la chance d'avoir les clients qu'on mérite et d'avoir de super personnes avec qui on a l'occasion de travailler au quotidien, donc ça c'est génial. Merci. C'était une belle façon de terminer cette rencontre. Merci à toi, j'étais très contente d'être avec toi aujourd'hui. Et puis belle continuation à vous. Merci beaucoup Loubna.